Bienvenue dans le débat sur France 24. Xi Jinping a pris la parole à distance à la tribune des Nations Unies quelques heures après Joe Biden. La Chine n'a jamais envahi et n'envahira jamais un pays, a-t-il assuré, pour marquer ses différences avec les États-Unis. Il n'existe qu'un seul ordre international, celui des institutions, a martelé le président chinois. Xi Jinping a également déclaré que la Chine ne bâtirait pas de nouveaux projets énergétiques au charbon à l'étranger. Alors la Chine s'inquiète-t-elle des alliances stratégiques que Joe Biden met en place dans sa politique d'endiguement ? Quelle est la force de la puissance chinoise alors que l'un de ses plus gros groupes immobiliers est au bord de la faillite? La Chine est-elle un ennemi ou un partenaire sur des questions telles que le réchauffement climatique? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Xunyan Li. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Fondatrice de Feida Consulting, auteure de Réussir sur le marché chinois aux éditions Erol. Et vous avez également écrit Cyrano, Confucius et moi aux éditions de l'Archipel. Bienvenue dans le débat. Bruno Darou est avec nous. Bienvenue Bruno et merci d'être là. Par Skype de Caen, Jean-Joseph Boileau est avec nous, chercheur associé à l'IRIS, économiste, spécialiste des grands pays émergents. Votre dernier ouvrage, Utopie Made in Monde, c'est chez Odile Jacob. Enfin, Sylvain Kahn est également avec nous, historien et géographe, professeur à Sciences Po. Bonsoir à vous et bienvenue également. Bonsoir. La Chine n'a jamais envahi et n'envahira jamais un pays, a assuré Xi Jinping. On l'écoute. Le peuple chinois a toujours célébré et poursuivi une vision de paix, d'amitié et d'harmonie. La Chine n'a jamais envahi et n'envahira jamais les autres, ne les intimidera pas et ne cherchera pas l'hégémonie. Bruno Darou, c'est un peu effectivement la réponse à Joe Biden. Est-ce que c'est sincère ? Écoutez, ça, difficile à dire. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que ce soit Joe Biden ou Xi Jinping, donc les leaders des deux plus grandes puissances mondiales, et c'est plutôt rassurant quand même pour l'instant, si on en croit ce qu'ils disent, c'est que effectivement ces deux pays font confiance aux instances multilatérales et ne sont pas du tout dans des logiques de confrontation. Donc là, c'est ce qui est dit, mais bien sûr, on ne peut pas. Alors, ce sont des paroles, c'est toujours le problème avec les dirigeants politiques. Il n'empêche que les deux pays, les États-Unis et la Chine, sont dans une situation de concurrence, que les États-Unis s'inquiètent à tort ou à raison de la montée en puissance de la Chine, mais cette montée en puissance depuis 15-20 ans, elle est quand même incontestable sur plusieurs leviers, le levier économique, le levier militaire, le levier de déploiement, si vous voulez, géographique. Il y a plusieurs indicateurs qui montrent que la Chine, effectivement, est en train de revêtir tous les atours d'une grande puissance. Alors après, que compte-t-elle en faire? En fait, c'est la grande question. Il y a différentes interprétations possibles. Là, Xi Jinping nous a expliqué que la Chine n'avait pas du tout l'intention de faire la guerre à qui que ce soit. Xunyan Li, la Chine s'inquiète-t-elle des alliances de l'endiguement, parce que c'est comme ça qu'appelle Joe Biden sa politique d'alliance, justement. Est-ce qu'elle n'a pas réagi frontalement, mais est-ce qu'elle s'inquiète de cela ? En Chine, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a une tension aussi qui s'est créée face aux États-Unis. On constate aussi qu'il y a une ambiance assez hostile à la Chine ces derniers jours. Donc, je pense qu'en Chine, on ressent quand même cette ambiance et cette pression. Vous le voyez comme une agression en Chine ? Cela dépend de la personne. Je pense qu'on ressent quand même qu'il y a une ambiance assez difficile, parfois assez hostile à la Chine ces derniers jours. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes? Je pense que oui et non, cela dépend de la personne. Après, je voudrais aussi revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, que je trouve très intéressant. Je pense qu'il y a quand même un point de malentendu quand on regarde la Chine de l'extérieur. La Chine veut se développer, la Chine veut devenir un pays très puissant, mais est-ce que la Chine veut conquérir le monde, etc. Je pense qu'il y a un grand malentendu là-dedans. En tout cas, Xi Jinping dit que non, c'est ce qu'il dit aux Nations Unies. Alors après, faut-il le croire? Sylvain Kahn, cette stratégie d'endiguement mise en place donc, pendant la guerre froide, vous êtes historien, contre l'Union soviétique à l'époque, c'était le stratège américain George Kennan qui avait parlé d'endiguement. Est-ce qu'elle est adaptée aujourd'hui à la puissance de la Chine, une puissance qui finalement, le PIB chinois est en passe de dépasser celui des États-Unis. Donc est-ce que finalement les Américains, ils ont gagné contre les Unions soviétiques avec cette stratégie à l'époque? Est-ce qu'ils peuvent gagner contre la Chine? Il y a une différence, comme vous le soulignez, qui est très importante
entre la confrontation américano-soviétique du temps de la guerre froide et la rivalité ou la confrontation sino-américaine d'aujourd'hui, cette différence est la suivante. La Chine et les États-Unis d'Amérique sont très interdépendants, ou en tout cas très imbriqués sur le plan économique et commercial, ainsi que sur le plan des échanges financiers. Du temps de la confrontation américano-soviétique, les deux systèmes économiques étaient tellement étanches et tellement différents que ce n'était pas le cas. Du coup, la confrontation aujourd'hui qu'il y a entre l'Amérique et la Chine prend un tour, on va dire, inédit finalement dans l'histoire du monde contemporain pour cette raison-là. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois que c'est difficile de dire en même temps, puisque on vient de rappeler le grand discours du président Xi qui s'appelle le rêve chinois, qui est officiellement faire en sorte que la Chine devienne d'ici à 2049, qui sera l'année du centenaire de la République populaire de Chine, la première puissance mondiale. Il y a une contradiction entre dire cela et dire que la Chine se veut absolument pas un pays hégémonique. Je pense que si le terme hégémonique peut être considéré comme effectivement fort ou qu'on peut le discuter, en tous les cas, on est bien obligé de constater que lorsqu'un pays déclare de manière officielle comme politique publique centrale de tout son gouvernement qu'il souhaite devenir la première puissance mondiale, ça veut dire que nécessairement, il va y avoir des éléments d'impérialisme qui vont être à l'œuvre et qui le sont déjà. Donc à partir de là, il est assez, disons, tout simplement logique que les pays qui se sentent bousculés, voire menacés par une interdépendance qui n'est pas conçue, qui n'est pas annoncée comme gagnant-gagnant, win-win, se disent « oulala, il faut qu'on fasse en sorte que cette interdépendance ne devienne pas une dépendance à sens unique ». Et c'est en ce sens que la politique d'endiguement du président Biden, effectivement, prend tout son sens. Jean-Joseph Boileau, on parle de la puissance chinoise. On a vu que Evergrande, qui est le deuxième plus grand promoteur chinois dans l'immobilier, est en quasi-faillite. La Chine, finalement, est-elle un colosse au pied d'argile ? Colosse, oui. Pied d'argile, non, pas trop. Je pense que cette faillite d'Evergrande est bien sûr grave. 300 milliards de dollars comme ça qui risquent tout d'un coup de s'évaporer. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'il faut revenir à la tradition chinoise elle-même parfois, et notamment au fameux ouvrage Les 36 stratagèmes. Le premier stratagème, c'est mener l'empereur en bateau. En réalité, on est complètement dans cette logique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à écouter, à lire dans le discours de Xi Jinping, mais il faut le resituer dans ce premier stratagème qui est que le rôle d'un discours, c'est un peu de mener l'empereur en bateau, l'empereur en l'occurrence, ce sont les États-Unis et en gros le monde occidental. Sur la faillite proprement dite, je crois qu'il est très important de resituer justement le discours de Xi Jinping dans ce contexte économique. Je suis économiste et donc c'est vrai que c'est ce que je peux apporter au débat ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis plus d'une dizaine d'années, vous avez une spéculation immobilière et pas seulement. Vous avez aussi donc une multiplication d'usines un peu partout, y compris il y a dans le domaine des voitures électriques une explosion maintenant du nombre de constructeurs et ça se traduit par le fait que le système financier chinois est un système, oui, relativement fragile. Et donc Xi Jinping, derrière son discours de l'ONU, s'adresse d'une certaine façon au monde en disant me poussez pas trop, j'ai des soucis intérieurs et ça reste, je crois, la priorité aujourd'hui de Xi Jinping, c'est assurer la stabilité intérieure, à la fois économique et politique, pour permettre de continuer, ce qui a été dit tout à l'heure est exact, sur cette trajectoire, cet objectif qui est 2049. Et 2049, c'est pas demain quand même. Donc, c'est là où Biden joue, je pense, relativement bien. La Chine a besoin, sur le plan économique et politique, d'une sorte de 22 décennies à peu près tranquille. Biden ne va pas le laisser tranquille, va profiter de cette situation où la Chine a besoin de stabilité économique pour négocier avec la Chine un changement de cap, parce qu'il y a nécessité d'un changement de cap. Quand Xi Jinping dit que la Chine n'a jamais attaqué, la Chine n'est pas agressive, etc., moi qui habite à Hong Kong, qui ai beaucoup d'amis en Asie, je me rends bien compte que tout le monde commence à avoir la trouille, pour parler vulgairement.
Donc il y a bien tout de même une agressivité. Chunyali, vous pouvez peut-être répondre juste un mot. Pourquoi est-ce que Pékin reste silencieux dans cette affaire d'Evergrande? Il n'a toujours pas dit qu'il allait soutenir le groupe en cas de faillite. Demain, je crois que c'est une échéance importante sur le remboursement des dettes. Le gouvernement chinois est encore dans une phase d'évaluation, premièrement, de ce qui s'est passé réellement au sein du groupe Evergrande. Deuxièmement, d'évaluation de l'éventuel impact sur les secteurs en question et sur la stabilité sociale. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas encore annoncé la décision officielle. En même temps, c'est aussi... Mais il redoute un Lehman Brothers là-bas tout de même. Ça pourrait être... Je ne pense pas que ce soit le même que ce qui s'est passé en 2008. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Chine, le taux d'acompte pour acheter un premier et un second logement en faisant un prêt bancaire est plus élevé qu'aux États-Unis, par exemple. C'est pas la même chose. Et puis, c'est une situation très difficile pour le gouvernement chinois. Mon avis, c'est que le gouvernement chinois ne pourrait pas ne rien faire. Mais il ne pourrait pas non plus d'investir de mettre d'énormes ressources dans un trou qui allait peut-être absorber encore plus de ressources. Je pense qu'il faudrait quelque chose, mais de manière... En tout cas, il y a des fragilités dans l'économie chinoise. C'est ce que disait à cet instant Jean-Joseph Boileau. Oui, vous savez, en Chine, on dit souvent... un défi, une crise peut aussi devenir une opportunité. Parce que cela montrerait aux autres entreprises chinoises qu'il ne faut pas faire des bêtises. Il faut respecter les règles. Bruno Darroux, pour parler de cette politique d'endiguement, Jean-Joseph Boileau disait la Chine, effectivement, peut être agressive. On parle 2040, c'est pas si loin après tout. Est-ce que finalement aujourd'hui la Chine se frotte les mains lorsqu'elle voit toutes les dissensions entre les alliés? Alors là, il y a eu un communiqué commun entre Joe Biden et Emmanuel Macron, mais enfin bon, il y a eu tout de même un vrai conflit. La France a rapatrié son ambassadeur. On voit qu'il y a des conflits au sein des alliés. C'est la raison pour laquelle je me pose cette question sur l'endiguement. Ça veut dire des alliances contre la Chine. Ouais. Alors déjà l'endiguement, ça veut dire à tout le moins que les États-Unis considèrent qu'ils sont sérieusement menacés par la nouvelle puissance chinoise émergente et qu'ils sont notamment menacés dans cette fameuse zone de la mer de Chine méridionale. C'est pour ça qu'ils ont mis en place cette stratégie d'endiguement. Voilà. Après, les experts en géopolitique divergent sur le fait de savoir si la Chine veut simplement revêtir les habits d'une grande puissance et essentiellement faire du business, si elle veut se projeter dans son environnement régional au sens large du terme, ou si elle a carrément des visées hégémoniques et mondiales pour remplacer les États-Unis comme la première puissance internationale. Mais elle se frotte les mains quand elle voit les dissensions entre alliés. Alors, elle doit effectivement, là, peut-être s'être un peu frotté les mains sur le fait de voir qu'entre alliés occidentaux qui, face à une menace qu'ils estiment commune, mais peut-être n'ont-ils pas tous le même jugement sur la portée de cette menace, notamment entre Européens et Américains. En tout cas, il y a eu une crise sur ces fameux sous-marins que l'Australie devait acheter à la France, et puis finalement, elle achète des sous-marins à propulsion nucléaire aux États-Unis, ce qui est considéré comme un geste hostile par la Chine. Mais pour reprendre l'expression qui était employée à l'instant, il faut aussi rappeler que si l'Australie, finalement, a changé son fusil d'épaule, si j'ose dire, c'est parce qu'elle aussi, elle a la trouille de la Chine, et que donc finalement, quand on a la trouille, eh bien, on préfère se placer sous le parapluie américain que sous le petit parasol français, si vous voulez. Sylvain Kahn. En tout cas, avec l'actuelle administration australienne. Sylvain Kahn, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Il y a tout de même des dissensions entre les alliés face à cet ennemi, entre guillemets, chinois. Alors, vous faites bien de mettre le mot ennemi entre guillemets, parce que pour l'instant, il est, je crois, plus exact, plus conforme à ce qui se passe de parler d'adversaires et de rivaux. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de risque de confrontation militaire, comme il pouvait y en avoir du temps de la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, où il y a plusieurs moments, il y a eu plusieurs crises où on était au bord, disons, d'une guerre nucléaire entre les deux grands. En tout cas, pouvait-on le penser à l'époque? Il n'y a pas encore eu la crise de Cuba, l'équivalent de la crise de Cuba. Peut-être que ça pourrait arriver avec Taïwan. Avec Taïwan, voilà. Alors là, évidemment, on aura sûrement un débat là ce soir autour de cette table, puisque quand le président Xi dit que la Chine n'a jamais envahi et n'envahira jamais, il ne compte pas Taïwan dans ce raisonnement, puisque dans le raisonnement, dans la représentation du Parti communiste chinois, Taïwan fait partie de la Chine. S'il devait y avoir, ce qui n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, et probablement pas la plus probable, mais elle n'est pas impossible, s'il devait y avoir à un moment donné
disons, une opération militaire de la République populaire de Chine vers Taïwan, du point de vue des dirigeants chinois, du point de vue du Parti communiste chinois et de ses quasiment 100 millions de membres, et probablement du point de vue de la majorité de la société chinoise qui est assez nationaliste, on va dire, dans le cadre de ce régime autocratique, ce ne serait pas l'invasion ou l'agression d'un pays autre. Ça serait la récupération d'une province qui se comporte de manière sécessionniste. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à votre question très importante sur la dissension des alliés. Moi, il me semble que ce qui vient de se passer s'agissant du changement de fusil d'épaule, comme ça vient d'être très justement dit, c'est qu'en fait, les États-Unis, finalement, remettent les compteurs à zéro et disent, après tout, du temps de la guerre froide, il y avait clairement un théâtre pacifique et un théâtre atlantique. Il y avait, pour prendre des choses tout à fait parlantes, il y avait une alliance militaire atlantique qui s'appelait l'OTAN, et puis il y avait des pactes militaires, de solidarité militaire dans le Pacifique, l'ANZUS par exemple, ou bien le pacte entre les États-Unis et le Japon, ou les États-Unis et la Corée du Sud. Et là, finalement, les États-Unis viennent de dire, écoutez, on continue dans cette démarche qui a fait ses preuves, et puis aujourd'hui, on a l'impression, je résume ou j'essaye de traduire le moins maladroitement possible le point de vue américain, on a l'impression que les Européens ne considèrent pas de manière aussi urgente que la Chine est une menace ou un rival, et bien par conséquent, nous nous allions de façon extrêmement claire avec les Australiens, avec les Britanniques, qui ont la même vision de nous que la Chine, en particulier dans le Pacifique. Et puis s'agissant, disons, des affaires de la confrontation avec la Russie, on partage une vision commune avec les Européens. Et donc avec les Européens, on a l'OTAN, un front atlantique et un front européen. Et puis on ne mélange pas les deux, quoi. Point barre. Voilà. Je ne crois pas pour autant qu'on puisse parler de dissension. Moi, j'ai plutôt l'impression que les Américains, d'une certaine manière, mettent à nu de façon extrêmement nette les théâtres d'opération. Alors la France est très embêtée parce que la France, de tous les pays européens, est un pays qui a des intérêts, des territoires très importants, effectivement, dans cette très zone. Importants dans la zone Indo-Pacifique. Et du coup, les Français qui, sauf erreur de ma part, n'ont pas voulu intégrer le Quad, la fameuse alliance à 4 Indo-Pacifique menée par les États-Unis, ou qui, effectivement, ont dit, lorsque il y a eu le fameux sommet de l'OTAN au niveau des chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron a dit, si je ne me trompe pas, il a dit « Mais comment ça la Chine ne fait pas partie de l'Atlantique. En quoi l'OTAN est-elle concernée par une stratégie chinoise ?» Ok. Sylvain Cathe, je suis obligé de vous interrompre, pardon, parce qu'on a une courte pause et on se retrouve juste après. Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24 consacrée à la réponse de Xi Jinping à Joe Biden à la tribune des Nations Unies. Le président chinois a pris la parole à distance. La Chine n'a jamais envahi et n'envahira jamais de pays, a-t-il dit. Et puis pour marquer ses différences avec les États-Unis, la Chine, alors est-elle un ennemi ou un partenaire sur des questions comme le réchauffement climatique. Je suis toujours en compagnie de Xin Yuanli, fondatrice de Feida Consulting. Également Bruno Darou, toujours avec nous, chroniqueur international à France 24. Par Skype, Jean-Joseph Boileau est toujours avec nous. Et également Sylvain Kahn, historien et géographe, professeur à Sciences Po. Xi Jinping a fait de nouvelles promesses, en tout cas lors de cette tribune aux Nations Unies. Des promesses en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Pékin ne construira plus de nouveaux projets énergétiques alimentés par du carbone à l'étranger. C'est ce qu'il a déclaré. On l'écoute. La Chine va renforcer son soutien aux autres pays en développement pour favoriser des énergies vertes et peu carbonées et ne construira pas de nouvelles centrales à charbon à l'étranger. Xin Yuanli, ça c'est un engagement important du côté chinois, puisque on parle, donc d'abord ça va affecter des pays comme le Bangladesh, l'Indonésie, le Vietnam, l'Afrique du Sud, soit 50 milliards de dollars globalement pour Pékin. Pourquoi en ce moment finalement Pékin fait une telle avancée ?
C'est pas nouveau en fait. C'est depuis quand même ces dernières années, la protection de l'environnement fait partie des objectifs les plus importants à atteindre en Chine. Et en Chine, il y a une vraie volonté d'améliorer en fait les standards pour les nouvelles usines ou les anciennes usines, aussi de réduire la pollution, etc. Et c'est un sujet préoccupant pour beaucoup de Chinois. Surtout ces dernières années, il y a eu aussi plusieurs documentaires sur ces sujets et qui ont suscité des débats nationaux en Chine. Voilà, il y a une vraie volonté. Deuxièmement, il y a de vraies actions. Alors, on voit que la Chine a été le premier pays qui a investi le plus dans les énergies renouvelables ces dernières années. En même temps, ils ont ouvert des usines à charbon, hein, on le sait, en même temps. En Chine, je pense que les standards deviennent plus stricts aujourd'hui. Et puis aussi, le marché des véhicules électriques se développe très rapidement en Chine aussi. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même eu de vraies actions en Chine. Et je pense que la Chine est sur la bonne voie. Il faut juste être un peu patient. Bruno Darroux, depuis l'accord de Paris sur le climat, la Bank of China, donc depuis 2015, a investi 30 milliards d'euros dans les projets de centrales à charbon à travers le monde. Donc effectivement, ça va revenir là-dessus. Des projets qui sont essentiellement réalisés dans le cadre justement de la route de la soie. La Chine a mis en service en 2020 des centrales à charbon qui représentent 38 gigawatts de nouvelles capacités, c'est-à-dire le triple de ce que l'ensemble des autres pays ont mis en service. Donc on peut dire que c'est un premier pas. Et sur cette question climatique, est-ce que les Chinois deviennent des partenaires plutôt que des rivaux, plutôt que le grand ennemi, entre guillemets ? Mais le grand ennemi des Occidentaux, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Imaginez voilà. D'ailleurs. Oui, non, parce que c'est pas le grand ennemi comme ça, c'est pas le grand ennemi de tout le monde, c'est l'ennemi des Occidentaux. Bon, après, la Chine est un très grand pays avec une population, faut-il le rappeler, extrêmement importante. Donc le fait que la Chine, depuis effectivement quand même plusieurs années, ait été un partenaire toujours assez actif et de bonne volonté sur le climat, ça effectivement c'est pas nouveau. Donc là, il y a une affirmation de pousser un peu plus loin les choses. Mais je vous ferai remarquer que Joe Biden a fait la même chose il y a quelques jours, ce qui veut dire que la lutte contre l'environnement, certes, est très sincèrement désormais au cœur des dirigeants politiques, mais que c'est devenu également un objet de concurrence en termes géopolitiques, en termes économiques, notamment par exemple sur les véhicules électriques. Joe Biden lui aussi, à quelques jours, a dit que les États-Unis allaient booster la construction de voitures électriques parce que là aussi, il s'agit certes de lutter contre le réchauffement climatique, mais il s'agit aussi de s'assurer des parts de marché dans ces nouveaux marchés finalement qui vont être conditionnés et mis en place à cause de l'abandon de certaines technologies ou manières de faire comme le charbon, le pétrole pour faire marcher les voitures, etc. Là aussi, c'est un nouveau domaine de concurrence entre plusieurs pays, et notamment les États-Unis et la Chine. Jean-Joseph Boileau, concurrence ou partenariat dans cette histoire de lutte contre le réchauffement climatique ? J'ai quand même vu que le charbon représentait encore, en 2019, 58% de la consommation totale d'énergie en Chine. Oui, parce qu'il faut toujours bien lire dans le détail, si vous voulez, les choses. Là, il y a un engagement de ne pas construire. C'est pas une question de carbone, là, c'est uniquement du charbon, d'accord ? À l'étranger, et donc pas en Chine. Il n'y a pas d'engagement d'arrêter la construction de centrales à charbon en Chine. 2, si c'est effectivement abandonné sur les routes de la soie, c'est parce que les pays qui ont été bénéficiaires de ces projets de centrales à charbon sont des pays non solvables pour une très très grande part. Le cas du Pakistan est assez révélateur, je le connais assez bien, mais on a le cas aussi de l'Afrique du Sud. Et donc finalement, il y a à peu près un mois, on a eu un document émanant des autorités chinoises qui s'inquiétaient de cette crise de la dette des pays qui sont sur les routes de la soie. Enfin, troisièmement, il faut faire très attention. L'essentiel du discours de Xi Jinping est à tonalité économique, n'est-ce pas ? Et ça, c'est assez important parce que finalement, Pékin voudrait probablement porter sur le terrain économique ce que vous appelez, ce qu'on peut appeler la concurrence, la rivalité entre le camp occidental et le camp chinois. Sur ce terrain de la concurrence économique, il y a 3 grandes propositions qui ont été faites quand même par Biden par Xi Jinping. Et le mot développement avec Covid est celui qui revient le plus dans son adresse. C'est important. Sur ces défis énergétiques,
je ne pense pas que la priorité au solaire, à l'éolien, à l'hydrogène, etc., soit véritablement des solutions aux problèmes climatiques ou aux problèmes écologiques de la planète, n'est-ce pas? Vous avez entendu comme moi que sur les énergies vertes, on a de gros problèmes liés aux métaux, aux mines, sur lesquels la Chine est extrêmement à l'offensive. Donc, si c'est pour perdre dans le charbon, mais en même temps se retrouver dans les mines du Congo avec le cobalt, etc., on n'a pas beaucoup avancé en réalité. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Souvent, derrière des grandes affirmations, il faut rentrer dans le détail et on s'aperçoit qu'il y a bien sûr des engagements, il faut les prendre au sérieux, mais que le risque évidemment, c'est que d'une transition écologique en sortant du noir, on ne rentre pas dans quelque chose qui ne soit pas tellement plus propre d'une certaine façon et qui, là encore, redonne à la Chine une capacité d'offensive à l'échelle mondiale. Donc vous doutez de cette stratégie chinoise d'énergie propre, si je puis dire. Oui, ce que je veux dire, et ça c'est important pour les Européens, c'est que dans le discours de Xi Jinping, il lance la balle. Et je pense qu'il ne faut pas dire tout de suite non. Mais il faut regarder dans le détail, et le rôle des Européens, je pense, ça va être d'être une sorte de facilitateur pour que les engagements de Pékin soient scrupuleusement scrutés et donnent lieu effectivement à une transparence dans la façon dont les choses se passent. Ça veut dire, si je peux me permettre de terminer là-dessus, que les Européens eux-mêmes doivent être quand même un peu mieux-disants. Parce que, sur le développement des pays en voie de développement, qui est l'épine dorsale de l'adresse de Xi Jinping, si vous regardez bien son discours, c'est quand même un discours à vocation, à destination des pays en développement. L'Europe ne fait pas grand-chose depuis notamment la crise du Covid-19. Ses aides au développement sont en baisse. Et deuxièmement, sur la transition écologique et énergétique, on n'a pas l'impression que l'Europe va très très vite. Donc c'est intéressant, il y a place pour un partenariat, mais exigeant. Et je crois que c'est la vraie question avec la Chine, c'est ne pas prendre les paroles pour argent comptant, mais accepter un partenariat, mais ferme. Je me permets juste un commentaire rapide. Je pense qu'il y a une question sur la faisabilité. Alors, en Chine, on peut très facilement dire on va maintenant avoir désormais que des centrales nucléaires. Mais en réalité, cela prend du temps de transformer les anciennes usines qui utilisent le charbon pour produire de l'électricité. Ensuite, sur les pays le long de la route... Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils arrêtent d'investir, pardonnez-moi, mais quand on voit effectivement que la Bank of China a investi 30 milliards d'euros sur les projets de centrales à charbon ces dernières années, il faudrait stopper cet investissement. On ne peut pas stopper brutalement. Vous comprenez, la Chine est grande. Si on fermait brutalement toutes les usines, ça crée des problèmes. Mais vous savez, il y a quelques années, la Chine a fermé beaucoup d'usines de ce genre, en fait, qui polluent beaucoup l'environnement. Et il y a eu beaucoup de plaintes. Donc, les choses se faisaient petit à petit. Ensuite, dans les pays en Afrique, par exemple, ou le long des routes de la soie, il y a aussi une question de faisabilité. Aujourd'hui, est-ce que c'est faisable d'installer des centrales nucléaires dans ces pays? Le coût serait très élevé. Est-ce que on parle de la Chine. Oui, je sais pas, vous avez parlé de ça aussi. Premier émetteur de gaz à effet de serre, me semble-t-il, la Chine d'ailleurs. En Chine, ouais. Devant les États-Unis. Sylvain Kahn, un mot peut-être sur l'Europe, justement, pour rebondir sur l'Europe, qui effectivement était leader il y a quelques années dans ce domaine de lutte contre le réchauffement climatique, a perdu cette position de leadership, essaye maintenant effectivement de se fixer des objectifs. Est-ce qu'elle pourrait devenir un partenaire de la Chine dans cette lutte contre le réchauffement climatique, alors que, si je prends d'un point de vue global, au sein de l'OMC, par exemple, la Chine a toujours un statut particulier qui, en fait, lui permet finalement de se fixer des objectifs moins importants que les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le fair play encore avec la Chine. C'est-à-dire que la Chine est à la fois devenue une grande puissance, y compris sur le plan économique, la deuxième puissance économique mondiale, et à certains égards, c'est toujours un pays émergent. Voilà, il y a encore, disons... oui, si vous regardez la structure... à la fois, la structure de la population active en Chine, il y a encore, une proportion de personnes qui vivent à la campagne, une proportion de personnes qui sont dans l'agriculture plus élevée, on va dire, que dans les pays de l'OCDE, par exemple. Ou si vous prenez le taux d'habitants en Chine qui vivent sous le seuil de pauvreté, y compris avec seulement $2 par jour, ce nombre a considérablement baissé ces 20 dernières années, mais il reste évidemment bien plus élevé que ce qu'il est dans n'importe quel pays. Mais alors du coup, elle joue sur les deux tableaux, pardonnez-moi, et on n'est plus dans un rapport de réciprocité.
Vous avez complètement raison. La Chine joue sur les deux tableaux. Et comme cela vient d'être rappelé, la Chine continue, comme elle le fait depuis... C'est historique, la conférence de Bandung, la conférence afro-asiatique de 1955, qui est devenue la conférence dite des pays non alignés. La Chine joue toujours, effectivement, sur son rôle ou, son look, entre guillemets, de pays phares, de porte-drapeau des pays en voie de développement et du tiers-monde, même si le terme de tiers-monde n'existe plus aujourd'hui. Donc oui, vous avez raison, la Chine joue sur les deux tableaux. Et par rapport à l'Europe et au changement climatique, elle continue de dire, comme elle l'a fait depuis 2009 et le sommet de Copenhague, nous, Chinois, ne pouvons pas être tenus responsables comme vous, les Européens, du changement climatique, puisque le changement climatique est intimement lié à la première et à la seconde révolution industrielle, donc des 18e et 19e siècles et début 20e, qui sont elles-mêmes intimement liées à la colonisation. Voilà. Et l'Inde et la Chine... Les dirigeants disent ça de manière extrêmement cohérente et ferme depuis 20 ans. D'ailleurs, attendez, un mot à Bruno tout de même. J'aimerais bien qu'il s'exprime aussi. Sur l'Europe, justement, Bruno, sur l'Europe, c'est intéressant tout de même de voir qu'effectivement, il n'y a pas un bloc européen face à la Chine aujourd'hui. Les Allemands négocient beaucoup avec... Il y a eu un accord commercial qui a été signé entre les Européens et les Chinois, qui en fait était très favorable aux automobiles allemandes. Donc on voit bien que les intérêts économiques priment. Comment est-ce que l'Europe en fait, devrait se positionner face à la Chine? Est-ce que les Européens sont encore trop naïfs? Alors, ils sont considérés par pas mal de spécialistes comme, du point de vue chinois, un peu comme le ventre mou par rapport, évidemment, aux grands concurrents que sont les États-Unis. C'est sûr qu'il n'y a pas d'unité. Et les Chinois continuent d'ailleurs de préférer traiter de manière bilatérale avec tel ou tel pays européen plutôt que s'adresser de manière globale à l'Union européenne. Il faut dire que côté Union européenne, c'est un peu difficile de parler d'une seule voix parfois. Donc ils ont ces stratégies vis-à-vis l'Allemagne surtout, la France, d'autres pays. Ils ont aussi leur stratégie, n'oublions pas, d'achat de ports, d'aéroports, par exemple la Grèce. Les Chinois, oui. Oui, les Chinois. Une bonne partie aujourd'hui de la logistique en Grèce est détenue par des Chinois. Donc ça sont des stratégies économiques qui sont pays par pays. Alors quelle doit être l'attitude de l'Europe ? La question n'est pas évidente parce que ça voudrait dire que l'Europe est déjà une puissance politique et géopolitique. Or, évidemment, et c'est l'un de ses grands problèmes, elle ne l'est pas, elle a beaucoup de mal à l'être, donc elle ne peut pas être tout à fait dans la même position que les États-Unis, avoir une position très ferme. Elle est alors elles se sont sans doute moins menacées de manière géopolitique que les États-Unis, d'où ces attitudes de certains pays européens, l'Allemagne d'un point de vue économique, la France d'un point de vue géopolitique, et c'est peut-être ça aussi qu'a payé très cher la France dans la crise des sous-marins dans la région Indo-Pacifique. Justement, les anglo-saxons estiment que la France les États-Unis estiment que la France n'est pas un allié fiable comme ils l'entendent eux, c'est-à-dire un allié totalement aligné sur les positions américaines et obéissant, et que la France a encore trop d'autonomie et cherche à avoir sa propre stratégie dans la région Indo-Pacifique, confère d'ailleurs les liens très forts entre la France et l'Inde, par exemple, confère d'ailleurs ce qu'avait fait l'Australie, parce qu'à l'époque où l'Australie avait choisi le contrat avec les sous-marins français, c'est parce que l'Australie, à l'époque, voulait avoir une souveraineté et avoir, elle aussi, sa propre stratégie dans la région. Xinyan, comment les Chinois perçoivent-ils les Européens? Parce que, est-ce qu'ils se disent qu'ils sont suffisamment naïfs pour faire du commerce avec la Chine, quoi qu'il arrive? Vous n'êtes pas naïf, juste vous comprenez mal la Chine et les Chinois. D'ailleurs, je pense que la compréhension mutuelle, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, dans les deux sens d'ailleurs. Donc, l'Europe, de manière traditionnelle, a été considérée comme un continent où il y a un beau paysage, où le système de bien-être est très bien établi, etc. Mais c'est vrai, aujourd'hui, surtout aux yeux des jeunes Chinois, c'est considéré comme un continent un peu en déclin. Voilà. L'Europe. Oui, l'Europe. L'Europe. Voilà. Ensuite, je constate beaucoup de malentendus dans la façon de regarder la Chine. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire beaucoup de préjugés parce que la Chine est complexe. Tout à l'heure, vous avez parlé comme à la Chine, si un jour elle deviendra le premier pays du monde, est-ce qu'elle devra être agressive? Je vous donne un exemple très simple et rapide. Dans la dynastie des Ming, la Chine est déjà devenue la première puissance mondiale dans l'histoire plusieurs fois. Alors, à l'époque, la Chine possédait les bateaux les plus puissants du monde, plus forts que ceux du Portugal, par exemple. Il y a Zheng He qui est parti 7 fois en Atlantique avec les bateaux. Qu'est-ce qu'il a apporté dans ces bateaux? Des cadeaux.
des cadeaux pour les pays qu'il a visités. Donc elle n'est pas belliqueuse, en fait, c'est ce que vous dites. Non, je vous dis, c'est vrai, la Chine n'a jamais envahi aucun pays occidental. C'est ce qu'ils disent. C'est vrai. D'ailleurs, je voulais regarder dans l'histoire. Et par contre, les pays occidentaux ont envahi la Chine au 19e siècle et puis ils ont obligé la Chine à signer beaucoup d'accords inégaux. Vous l'avez entendu quelque part, c'est ce que vous dites. Oui, je pense Mais un mot, il y a tout de même des mouvements militaires, vous le savez bien, autour de la Chine, dans cette zone. Moi, il ne faut pas avoir trop peur de la Chine. Les investissements chinois à l'étranger sont inférieurs aux investissements étrangers en Chine. Vous pouvez regarder les derniers chiffres. En Chine, pendant plusieurs décennies, on n'a jamais eu peur des investissements étrangers. On leur a accordé des avantages fiscaux pour les encourager à investir en Chine. On n'a jamais eu peur de ça. En Chine... Avec des joint ventures, enfin, vous savez que les Chinois... Oui, c'est autre chose. On n'a pas le temps. Mais pour dire qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui ont gagné beaucoup d'argent en Chine. En Chine, on adore la littérature et la culture française, par exemple. On n'a jamais dit, oh là là, l'attractivité française, ça fait peur. Non. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est mieux de passer du temps et de faire des efforts à mieux se comprendre. Et il ne faut pas avoir trop peur de la Chine. Il ne faut pas avoir trop peur de la Chine, Jean-Joseph Boileau. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez la trouille. Bien sûr, enfin quand même, je suis en partie géographe aussi et j'ai sillonné toute cette région pendant des années. Alors, je sais que ça va choquer Pékin et ça va choquer une de nos interlocutrices. Mais enfin, quand on regarde la constitution du territoire chinois, de ce qu'on appelle aujourd'hui Zhongguo, la République populaire de Chine, si mes souvenirs sont exacts, on a à peu près un tiers qui est le Tibet. Et on ne peut pas dire que le Tibet soit arrivé comme ça, par hasard, du ciel. On a à peu près un tiers qui est le Xinjiang, qui a été conquis sur l'ensemble de ces peuples d'Asie centrale. Et quand vous lisez les grands ouvrages de la littérature historique, comme Au bord de l'eau, par exemple, qui est l'équivalent des Trois Mousquetaires, l'histoire de la Chine, notamment les Ming, ça a été cité tout à l'heure, ça se concentre effectivement dans le cœur de la Chine actuelle, Nanjing, etc. etc. Donc, attention à ne pas réécrire l'histoire. D'autre part, aujourd'hui, on a quand même ce problème de Hong Kong, on a ce problème de Taïwan, et que ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait exact. Ce n'est pas parce que d'un côté on pense qu'ils sont de facto en Chine et que de l'autre côté on n'ose plus, on n'a pas osé. Et là, les Français ont part importante de responsabilité sur la façon dont le cas de Taïwan a été négocié aux Nations Unies. Donc je dirais attention, il y a de toute façon, ce n'est pas une question de volonté, et on le voit avec les États-Unis également, il y a un tropisme de la puissance. Et moi en économiste, je le vois bien, dès lors que vous avez une entreprise qui est puissante et dominante sur un marché, eh bien la loi naturelle est de les conduire à cela. C'est pour ça que mon livre c'est Utopie Made in Monde, mais ça dit attention à la sagesse. L'utopie, effectivement, et la paix fait partie de cette utopie, c'est très important, mais il faut être sage et elle ne vient pas toute seule. Donc la Chine ne sortira pas de ce complexe de grande puissance, bien évidemment, et de ce qui la tenaille, c'est une sorte de revanche de l'histoire que je peux comprendre par certains aspects, bien sûr. Oui. L'histoire du 19e siècle est terrible, mais ne soyons pas dupes de cela. Et c'est là où les Européens, je reviens sur la question qui était abordée tout à l'heure, est très important. Il ne faut pas dire que les Européens, ça n'existe pas. En Chine, il y a une chambre de commerce européenne extrêmement active, et les Européens, et je dis bien les Européens, chaque année ou tous les 2 ans, rédigent un livre blanc, et ils ne sont pas dupes de l'asymétrie de puissance qu'il peut y avoir entre leurs interlocuteurs en Chine et eux. Par contre, le problème de l'Europe, c'est que nous n'avons pas réussi à mettre ensemble, en commun, un certain nombre d'éléments clés sur le plan économique. Par exemple, nous n'avons pas d'entreprise européenne. Chaque pays court après ses champions nationaux. Et sur le plan géopolitique, qui est moins ma tasse de thé, mais je la suis quand même d'assez près, on voit bien qu'à chaque fois qu'on veut parler de géopolitique avec la Chine, eh bien, tout le monde met ça sur le boisseau en disant ça relève du bilatéral. Donc je suis assez content d'une certaine façon que le défi chinois posé par Xi Jinping, bien sûr dans son texte, c'est très important, que ce défi chinois est une sorte un peu de coup de poing aux Européens pour leur dire écoutez, prenez vos responsabilités, soit vous tombez dans le tropisme de l'impérialisme américain, et pourquoi pas d'ailleurs, il y a beaucoup d'atlantisme en Europe, soit vous construisez un véritable rapport de force avec la Chine. Moi, je suis européen et je souhaite que l'Europe
construise ce rapport de force et elle soit sage dans sa façon de vouloir tirer parti des bénéfices du marché chinois, mais en même temps qu'elle reconnaisse que ce n'est pas équilibré. La nécessité d'un rapport de force, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Joseph Boileau. Merci à vous, Sylvain Kahn. Merci à Bruno Darroux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chunyan Li. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.